Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection du samedi dédié au Starship. Au programme de ce soir, un chantier qui n'en finit pas. Et oui, encore ces bras de la tour qui sont désormais de plus en plus renforcés, au point qu'on se demande s'ils ne vont pas céder sous le poids de leurs nouveaux muscles. D'autant que le chariot, cette partie qui les rattache à la tour, semble lui bien fragile. On en reparle dans quelques instants, de toute façon c'est officiel. Avec tant de travail sur les bras, sans mauvais jeu de mots, le 5e vol est forcément reporté. Mais à quand? On vous dit ça tout de suite, mais ne perdons pas de temps, Philippe et Mathias nous attendent déjà sur place. Allez-y, c'est parti, on décolle tout de suite pour le Texas. Salut les terriens, alors je ne sais pas si les équipes de NASA Spaceflight prévoient, en plus de faire des t-shirts à l'effigie des célèbres moteurs tels que le Raptor ou le RS-25, d'en faire également à l'effigie de ce Starhopper, mais il ne faudrait pas trop tarder non plus, car ce dernier s'apprête à rentrer définitivement dans l'histoire avec un grand H de ce programme spatial engagé par SpaceX depuis un peu plus de 5 ans maintenant. En effet, le Starhopper a été enfin retiré de l'emplacement qu'on lui avait donné sur le site de lancement, un endroit où il commençait sans doute à prendre dangereusement racine. Il a donc été soulevé et déposé sur une plateforme de transport afin de rejoindre temporairement le Danger Lot, le petit parking où les caméras de SpaceX sont installées pour filmer les lancements. À terme, nous pensons que le digne représentant des toutes premières ébauches du Starship rejoindra l'aile des nouveaux bureaux de SpaceX et recevra enfin les honneurs qu'il mérite en prenant place sur une estrade derrière une grande vitre. Au fait, c'est officiel, Zach Golden, notre Sherlock Holmes de la Starbase, est tellement passionné par le programme Starship, je dirais même obsédé pour le coup, que les équipes de SpaceX ont décidé de lui confier le nettoyage du réservoir à oxygène du booster. Bon, apparemment, même si cela lui permet de voir toutes les mises à jour sur la plomberie de l'engin de très près même, il semble que Zach se plaigne malgré tout du matériel. En effet, ce dernier ne semble pas adapté, mais alors pas du tout à la tâche qui lui a été confiée. Cela me paraît normal qu'il soit quelque peu bizuté. Dans les grandes entreprises, cela arrive malheureusement. Bien sûr, vous l'aurez compris les terriens, c'est une boutade menée de main de maître par Ryan Hansen Space, qui pour la dernière vidéo, le dernier deep dive de Zach Golden, a décidé de le plonger virtuellement en tout cas au beau milieu du réservoir à oxygène. Notez au passage que Cameron Circuit a lui aussi mis la main à la pâte en fournissant ici l'un des visuels les plus sophistiqués et les plus parlants de ce qui m'a été donné de voir ces derniers mois, en montrant le trajet des ergols depuis le panneau à déconnexion rapide de la table orbitale jusque dans les réservoirs du monstre. Mais trêve de virtuel et passons maintenant à du concret en nous rendant tout de suite sur le site de lancement. Avec quelques clichés magnifiques de Starbase Surfer, l'un des tout premiers photographes à s'être pris de passion pour le programme Starship et qui a su le mettre en valeur depuis le tout début de cette aventure complètement folle. Mais sur le pas de tir A, la poésie visuelle laisse vite place à un capharnaüm improbable, surtout au niveau des bras de la tour qui semblent s'être lancés dans un régime hyper protéiné. En effet, on ne compte plus les ouvriers et les machines présents sur place, pas plus que le nombre d'heures, ou plutôt de jours passés à renforcer les chopsticks, à mettre à jour les câbles et la structure en elle-même, et à vérifier l'ensemble du dispositif, toujours en vue de ce 5e vol qui, décidément, commence sérieusement à se faire désirer, mais on en parle en toute fin de vidéo. De très nombreuses activités de soudage, donc, ont lieu au niveau des deux bras de la tour, et il semblerait bien que SpaceX ait ma foi un doute concernant la résistance de ces derniers vis-à-vis d'un éventuel rattrapage de boosters en plein vol. Ces renforcements sont constitués de plaques d'acier oxydé qui viennent se plaquer sur l'extérieur des tubes, constituant le treillis des bras. Ces travaux de renforcement ont d'ailleurs nécessité la dépose des deux petites butées, ou points d'arrêt, qui permettaient aux bras de ne pas se toucher et de rester parallèles dans le sens de la fermeture. Une fois les travaux de renforcement terminés à cet endroit précis, nous ne savons pas encore si SpaceX reposera de nouvelles butées. Tous ces renforts ajoutés, s'ils augmentent effectivement la résistance des bras, vont par contre leur rajouter également de la masse. Ce qui compliquera, vous vous en doutez, encore le contrôle précis de leur mouvement dans un plan horizontal et augmentera les contraintes reportées au niveau du chariot mobile qui coulisse sur la tour. Car plus que les bras, déjà très rigides dès le départ, c'est le chariot mobile qui reprend bon nombre d'efforts transversaux lors des mouvements rapides des chopsticks.
Les importantes oscillations que nous avons observées sur les vidéos lors des tests de mouvement rapide d'un bras ne sont pas dues à leur flexion, mais bien à la déformation du chariot mobile et de ces 4 minces petits bras venant prendre appui sur les patins de guidage qui courent sur toute la hauteur des rails de la tour. Lors des essais de mouvement rapide et symétrique des 2 bras simultanément, nous n'avons pas vu de fortes oscillations se produire, et c'est normal, puisque les efforts parasités générés par l'inertie des bras se reportaient alors de façon symétrique sur le chariot en s'annulant. À ce jour, nous n'avons toujours pas vu de point faible par rapport à ce dispositif. Des travaux sont toujours bien en cours, mais ils concernent les bouteilles sous pression du système hydraulique de commande des vérins. Bon, on imagine quand même que les équipes sur place savent ce qu'elles font, donc affaire à suivre. Au passage, des tests ont aussi été effectués sur les rails des chopsticks, vous savez, ces 2 longues barres parallèles et plates qui se soulèvent afin d'accompagner dans son mouvement le booster en vol plané au-dessus du pas de tir. Vixi fait ici remarquer à juste titre que si le mouvement est presque imperceptible au début, lorsque les rails d'atterrissage se déploient, au lieu de bouger tous les 2 en parfaite synchronicité, ils bougent chacun comme s'ils étaient indépendants l'un de l'autre. Bon, on voit mal cela comme une volonté de l'entreprise de faire en sorte que les rails s'élèvent de manière inégale. J'y vois pour ma part plutôt un léger réglage à faire, on va dire, mais là aussi, l'avenir nous le dira. Enfin, et non des moindres, les bras ont finalement reçu l'intégralité de leurs amortisseurs, ces mousses noires recouvertes d'une feuille d'acier dont nous avons d'ailleurs parlé lors d'un récent tour d'inspection, et donc ils ont tous été installés, recouvrant ainsi la longueur de chaque bras. Pour rappel, ils permettent de ne pas abîmer la partie haute du booster, tout en garantissant une prise efficace et suffisamment serrée pour déposer ce dernier en douceur sur la table orbitale. Ce sont des amortisseurs qui sont conçus pour s'aider sans pour autant lâcher complètement, ce qui fait de ces pièces des consommables qui seront probablement remplacées après chaque récupération. Au passage, Gina Hammer, une nouvelle observatrice de la Starbase, a réussi à prendre une photo des travaux de soudure qui ont eu lieu au beau milieu de la nuit au sommet de la tour Mekazila. Comme ça paraît un peu difficile de dire quel est le but exact de ces travaux. Mais lorsque ce chantier est filmé en plein jour, on aperçoit alors clairement des ouvriers installés à un toit au sommet de cette tour. En effet, il semblerait que ce soit lié à la nécessité de protéger sans doute un peu mieux le système de poulies des chopsticks. Plus largement, il semble que ces travaux soient en parfaite synchronicité avec les récents renforcements et protections ajoutés un peu partout sur la tour, la table et les différents dispositifs inhérents au pas de tir A. Faisons à présent un point rapide sur les prototypes, avec en tête de liste le vaisseau qui a eu le droit à le plus d'attention de la part des équipes de SpaceX ces derniers temps. Je veux bien sûr parler du S-31, qui depuis des semaines maintenant squatte littéralement le high bay, tout en se faisant bichonner. Ce dernier a désormais reçu 90% de sa tenue de soirée, qu'il portera pour rappel lors de la 6e tentative de vol du Starship. Il bénéficie des techniques déjà utilisées sur le S-30, des techniques désormais optimisées, puisqu'il lui aura fallu beaucoup moins de temps pour se préparer que son aîné. La procédure de pose des tuiles thermiques reste toutefois logique, même si l'on n'est pas un expert de la chose, avec la pose tout d'abord des Starbricks sur les parties les plus accessibles du navire, et ensuite seulement, les ouvriers complètent les parties qui réclament le plus d'attention, disons plutôt le plus de précision et de technicité. Sur le site de Sanchez, une forte baisse de l'activité est pour cause. Quand on voit l'effervescence du site de lancement, on comprend bien que cet endroit n'est pas vraiment la priorité de l'entreprise en ce moment. Néanmoins, on aperçoit le futur chariot de la V2 des Chopsticks encore entreposé dans un coin, ainsi que le nouveau parking qui, avec ses échafaudages, semble suggérer que les travaux se poursuivent et qu'il n'est donc pas à 100% opérationnel. Même si peu à peu les étages supérieurs de ce parking deviennent accessibles aux automobilistes, ce qui n'est pas du luxe et nous permet au passage de remarquer que cette ouverture progressive du lieu a tout de même permis de bien désengorger le parking à l'extérieur, celui qui s'étale tout le long de l'enceinte des 2 sites. Allez, rendons-nous sur le site de production à présent et commençons, une fois n'est pas coutume, par ce bâtiment dont la construction avance de façon régulière et sans contretemps, en tout cas pas à notre connaissance. L'occasion d'admirer ici la nouvelle façade avec ses panneaux vitrés, et bientôt, on imagine, on en parlait récemment encore, une enseigne lumineuse qui viendra se greffer sur les supports noirs en forme de X. On a tous hâte de voir ça, bien évidemment. Faisons remarquer ici toutefois que l'extension de la Star Factory côté Highway 4, en faisant une quasi-jonction avec ses bureaux, donne vraiment l'impression au loin qu'il n'y a qu'un seul et même bâtiment. Est-ce que c'est voulu par l'entreprise, qui serait un peu revancharde et qui souhaiterait un peu sauver les apparences après avoir été largement embêtée par ce terrain qui ne lui appartenait pas et qu'elle a finalement racheté?
Il faudra en tout cas attendre la fin de ces travaux pour voir le résultat final. Notez qu'il se passe des choses intéressantes du côté de cette route qui longe le site de production, avec tout récemment le transfert d'une structure jamais encore aperçue jusque-là et qui servirait apparemment, selon certains, à entreposer des ailerons avant de les ajuster et de les installer sur les prototypes. Cette pièce est probablement sortie tout droit de la Star Factory pour aller être entreposée de l'autre côté de la gigantesque pouponnière à prototype, sans doute dans l'optique de récupérer de nouveaux ailerons de la V2. Bon, à vérifier tout de même, mais bien évidemment, nous vous tiendrons informés. Et puisqu'on parle de la V2, eh bien figurez-vous que les coiffes des futurs Starship ne cessent de s'exhiber suspendues à leurs ateliers à travers les grands panneaux vitrés de la façade du bâtiment. Et ce ne sont pas les caméras de NASA Spaceflight, ni nous-mêmes, qui s'en plaindront, puisqu'elles n'ont loupé aucune miette du spectacle. On voit clairement ici d'ailleurs les marques oranges faites sur certaines tuiles, un code couleur sans doute utilisé lors de la procédure de pose de Starbrick. Un peu plus tard en soirée, on a même eu le droit d'assister au nettoyage du nez d'un deuxième étage, juste avant la pose de son bouclier. Je vous laisse apprécier ici le fait que cette coiffe tourne sur son axe afin de faciliter l'opération. Et oui, tout a été pensé au sein de la Star Factory pour faire en sorte que la chaîne de production soit efficace à 100%. Pour rappel, le but c'est de produire des Starships en masse. Enfin, pour clore ce tour d'inspection, et juste avant de revenir sur la date estimée du prochain vol, rendons-nous sur le site de Massey, où la campagne de test du TT-16 est désormais bien lancée. Pour rappel, cette section, qui est censée valider ou non la résistance structurelle du deuxième étage dans sa deuxième version, est finalement bien passée entre les griffes du Can Crusher, ou passée entre les crocs de la bête si vous préférez. En effet, les essais ont commencé et de la résistance de cet article test dépend la fiabilité des prototypes qui sortiront des ateliers de la Star Factory, c'est vous dire l'enjeu. Bref, vous l'avez compris, pas question de prendre ces tests à la légère, on vous tiendra informé dès qu'on en saura plus à ce sujet. Allez, pour finir, revenons un peu sur la récente annonce de la FAA, qui parfois, il est vrai, semble plus être un indicateur des intentions de SpaceX qu'une simple agence de régulation, même si à la base, bien sûr, elle reste la véritable décisionnaire qui permet au Starship de décoller ou pas. En effet, l'Agence fédérale d'aviation américaine rappelle que l'entreprise devra fournir tous les critères pour cette modification de licence dont elle a fait la demande récemment et qu'elle devra répondre de toutes les mesures de sécurité qui seront prises dans ce cadre. Donc oui, cette demande de modification est directement liée à l'intention de l'entreprise de tenter ce rattrapage par les bras de la tour. Et oui, cela nous permet déjà de savoir que SpaceX a bien l'intention de tenter cette manœuvre lors du prochain vol. Si par hasard l'entreprise avait décidé par exemple de se raviser et de tenter cette manœuvre lors du 6e vol, aucune modification de licence n'aurait été demandée ni requise pour cette 5e tentative. Ensuite, et encore une fois, on en a déjà parlé, le fait que des travaux importants aient lieu sur le pas de tir principal de Boca Chica laisse penser que ce retard administratif n'est pas sans arranger SpaceX, puisque l'entreprise a encore énormément de pain sur la planche avant justement de prétendre être en mesure de se lancer dans ce 5e vol. En effet, il va falloir encore et d'abord en finir avec ce chantier de renforcement des bras de la tour, ensuite et peut-être refaire passer des tests à ces derniers à l'aide du souffre-douleur. Je veux bien sûr parler du B14.1. Pour certains, il se pourrait même qu'il y ait d'ailleurs un lâcher d'articles test pour éprouver les bras de la tour. Vous me direz vos pronostics en commentaire, les terriens. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Enfin, il faudra dégager le site de lancement de tous ces engins de chantier, faire une répétition générale, le fameux Wet Dress Rehearsal, installer les FTS ou Flight Termination System, qui pour rappel servent à détruire les 2 étages en cas de perte de contrôle, et enfin, laisser le S-30 et le B-12 quitter le site de lancement par les airs. Autant vous dire que tout cela va prendre un peu de temps. Si les équipes de NASA Spaceflight ou d'autres estiment une date probable vers le début octobre, eh bien moi je parie tout de suite sur la fin de ce mois-ci, et oui, que voulez-vous ? Je suis un éternel optimiste, d'autant que SpaceX est toujours plus rapide qu'on ne le pense. Et vous les terriens, sur quelle date misez-vous ? Ok, rendez-vous pris Mathias, et quant à moi je parie plutôt sur octobre. Et voilà les terriens, merci 1000 fois pour votre participation à ce tour d'inspection du week-end. Alors vous connaissez ma chanson de fin de vidéo, mais je le redis tout de même. Merci de vous abonner afin de vous tenir informé de l'avancée du programme Starship, mais également pour soutenir notre travail. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification, et surtout faites-moi briller ce pouce en l'air de YouTube afin d'alerter son algorithme et qu'il puisse nous recommander à un maximum de monde. Quant à nous, on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale. À très bientôt les terriens.